retour dans l'Africa Newsroom. Nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Gracien Roukindikiza et Malika Cher sont toujours avec nous. Les IDE, les investissements directs étrangers en Tunisie ont cru d'un peu plus de 19% entre janvier et octobre de cette année. Une croissance marquée par une amélioration du solde commercial à la même période. Et pourtant, les analystes se veulent prudents et appellent les autorités tunisiennes à étirer les investisseurs vers des secteurs prioritaires de développement tels que l'industrie ou encore l'agriculture. C'est un sujet de Birama Saounera. En Tunisie, les flux des investissements directs étrangers ont atteint 1865,2 millions de dinars à la fin octobre 2015. Les IDE ont ainsi connu une hausse de 19,1% par rapport à la même période en 2014. Cette hausse a été favorisée par le climat politique apaisé, une situation qui, selon de nombreux analystes, a attiré beaucoup d'investisseurs étrangers. Il y a eu un gouvernement issu d'élections libres, un gouvernement légalement représentatif. Donc ça a rassuré un certain nombre d'investisseurs. Les fonctionnaires liés à ce gouvernement ont pu avoir une visibilité et donner la visibilité aux investisseurs. Donc ceci a rassuré les quelques investisseurs qui, il faut le rappeler, pendant les années précédentes, se sont rétractés, se sont contractés. Les IDE ont principalement été axés sur le secteur de l'énergie qui a drainé des investissements estimés à 860 millions de dinars, soit une progression de 12%. Dans l'industrie, les investissements ont atteint 404,2 millions de dinars, soit une hausse de 6%. La concentration des exportations tunisiennes dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire pratiquement dans l'offshore, cette exportation ne crée pas énormément de postes d'emploi. La plupart des techniciens et des ouvriers sur ces sites énergétiques ne sont pas tunisiens. C'est rare quand ils sont tunisiens. Deuxièmement, elle ne laisse pas d'effet dans l'économie tunisienne locale, contrairement à des projets industriels ou commerciaux. La croissance des investissements directs étrangers dans le domaine de l'agriculture a atteint 47,9% en 2015. Durant la même période, les investissements dans le secteur des services ont chuté de 231,8 millions de dinars, soit une baisse de 14,7%. Malik, une belle performance pour la Tunisie, cette croissance des IDE. Une belle performance, il faut remettre quand même cela dans son contexte. La Tunisie vient de loin, je veux dire. Elle pose les bases d'un État démocratique, elle essaye de redémarrer son économie. Donc je pense qu'il y a eu quand même des années sur le plan économique de récession justement après la période révolutionnaire. Donc ce qui explique un peu ce redémarrage-là. Donc il faut prendre avec précaution ce chiffre de 19%. Effectivement, l'économiste le disait dans le reportage, je pense qu'il faut rediriger les investissements directs étrangers. Vers l'agriculture et l'industrie. Exactement, parce que ce ne sont pas des secteurs... l'énergie n'est pas un secteur créateur ou porteur de beaucoup d'emplois. Donc l'agriculture, qui est quand même le point fort de la Tunisie, devrait être plus valorisée. Notamment les régions qui sont délaissées parce que vous avez une potentialité agricole dans le pays qui est importante, notamment dans le centre-est. Et je pense qu'on pourrait mieux faire dans ce domaine-là et bien évidemment dans l'industrie parce que l'industrie, c'est le secteur productif qui est vecteur aussi d'emploi. Donc la Tunisie doit un peu chambouler aussi son modèle économique. Vous savez qu'elle est touchée par un problème sécuritaire important, que le tourisme n'est plus une manne comme il l'était avant, une manne financière importante. Donc la Tunisie doit justement reconsolider les bases de son économie. Justement, Jean-Marie, le récent attentat du bus de la garde présidentielle ne risque-t-il pas d'endommager l'image de la Tunisie, une image qui était un peu, j'ai envie de dire, en train d'être redorée justement par les autorités? Justement, la Tunisie sort de loin, comme Malik vient de le dire. Mais le problème qui se pose, c'est que tant qu'on n'a pas de stabilité, si vous voulez, sécuritaire ou politique, comme vous voulez, la stabilité politique, nous l'avons déjà depuis un moment. Mais tant que vous n'avez pas la stabilité sécuritaire, c'est une des conditions sine qua non pour attirer les investisseurs étrangers. C'est vrai qu'au bout de ces 10 mois-là, c'est vrai qu'on a eu aussi des attentats qui ont eu lieu en amont. Ça n'a pas trop freiné les investisseurs. Mais il est nécessaire qu'on puisse aider la Tunisie à se débarrasser, si vous voulez, des mouvements terroristes qu'il y a à l'intérieur. C'est encore une autre problématique qui est très très lourde parce que bon, il faut d'abord régler la problématique libyenne. Vous parlez de l'Afrique, c'est l'Afrique qui doit aider la Tunisie? Je veux dire l'Afrique, même au niveau international, si vous voulez, pouvoir aider la Tunisie parce que vous avez la problématique tunisienne qui est une problématique très très lourde qu'il faut d'abord régler pour que la Tunisie puisse rester dans une sécurité qui puisse lui permettre d'attirer les investissements et rediriger la diversité
diversification de son économie vers les secteurs prioritaires et vers les secteurs vers lesquels ils sont forts, où ils peuvent créer des emplois. Parce que ces projets énergétiques-là ne créent pas grand-chose. L'économiste l'a dit, c'est-à-dire, bon, vous avez quoi? Vous avez sont des expatriés qui sont là pour entretenir ces infrastructures énergétiques-là dont ça ne bénéficie pas, si vous voulez, aux populations tunisiennes en tant que telles. Donc, il vaut mieux rediriger les investissements, comme vous le disiez tout à l'heure, Amira, vers les industries, l'agriculture, et passer vers l'agroalimentaire par la suite, qui créera, si vous voulez, une plus-value supplémentaire qui va desserrer les trains de la Tunisie et permettre de créer des emplois pour la population tunisienne. Gratien, est-ce qu'on doit avoir peur pour la situation actuelle en Tunisie? Non, on ne doit pas avoir peur. Il y a un cas, on ne peut pas avoir peur. On investit en France. En France, il y a eu beaucoup plus d'attentats qu'en Tunisie, au moins ces derniers jours. Mais pourtant, on a toujours confiance en France. Ça s'est passé, moi je dirais, c'est vraiment... C'est une parenthèse, ça s'est passé. Des cas isolés pour vous. La Tunisie n'est pas réellement un pays confronté au terrorisme? Non, c'est un cas isolé, mais ce n'est pas un pays confronté au terrorisme. Mais en même temps, c'est bien qu'il y ait un foyer qui sont présents, surtout à la frontière. Je pense que pour la Tunisie, on pourrait dire qu'il faudrait qu'elle essaie de mutualiser la sécurité au niveau de la lutte contre le terrorisme avec l'Algérie, un grand pays qui s'y connaît bien et en même temps qui pourrait avoir des problèmes si la Tunisie en avait. Mais je pourrais dire que c'est un cas isolé et s'ils mettent vraiment les moyens, surtout au niveau du renseignement, c'est facile pour les Tunisiens d'infiltrer ces mouvements parce que ce sont des gens qui sont très connus, qui se connaissent. Ce n'est pas comme ce qui se passe en Europe. De cette façon, je pense que le pays peut évoluer. Malik, vous n'êtes pas vraiment d'accord? Non, mais je comprends l'avis de Gratien. Je pense que la situation sécuritaire en Tunisie s'est dégradée fortement et je pense que le front libyen, on l'a laissé de côté. Vous avez une réunion politique qui va être en cours à Alger pour justement décider de l'avenir politique de la Libye parce qu'on a réunion à Alger, hein. À Alger, oui. On n'a même pas assuré l'avenir politique de la Libye. Et sur le plan sécuritaire, vous avez vraiment le front libyen sur le sud-est de la Tunisie qui est vraiment une menace prenante pour la Tunisie. J'ai vu qu'il y avait un fonds qui avait été débloqué pour assurer la sécurité et renforcer la lutte contre le terrorisme. Je pense que ça ne sera pas suffisant. Je pense que Jean-Marie a raison sur un point, il faut mutualiser. On dit que l'Algérie devrait aider la Tunisie, je suis tout à fait d'accord avec Gratien, devrait utiliser que l'Algérie devrait aider davantage la Tunisie, mais l'Algérie le fait déjà officieusement. On sait qu'il y a souvent des missions de l'armée algérienne qui sont effectuées à la frontière tunisienne et bien au-delà, notamment dans les monts Chambi. Donc tant qu'on n'aura pas réglé cette situation sécuritaire-là, on n'arrivera pas à avoir une Tunisie prospère. Ça, c'est, je pense, évident. Et c'est une première en 6 ans. La Banque centrale du Nigeria a ramené son taux d'intérêt de référence de 13 à 11% dans l'optique de stimuler la croissance. L'institution a également décidé de réduire le coefficient de trésorerie obligatoire des banques à 20%, des mesures qui devraient permettre à la première économie du continent africain de garder le cap du développement et de soutenir les efforts des autorités. Deo, gracias Podo. Malgré les chiffres encourageants de la croissance au troisième trimestre de l'année, évaluée à 2,84% contre 2,35% au deuxième trimestre, la Banque centrale du Nigeria vient de prendre 2 nouvelles mesures pour stimuler cette croissance et améliorer l'accès au crédit. Mardi 24 novembre 2015, elle a baissé de 13 à 11% son taux d'intérêt de référence et réduit le coefficient de trésorerie obligatoire des banques de 25 à 20%. Une première depuis 2009. Le coût du pétrole a énormément baissé. Donc, il faudra que la Banque centrale nigériane puisse réfléchir à comment elle pourra injecter beaucoup plus de liquidités dans l'économie nigérienne. La baisse du taux directeur de 2 points, c'est-à-dire de 13 à 11%, et la diminution des réserves obligatoires des banques auprès de la Banque centrale, c'est-à-dire de 25 à 20%, va en fait agir sur les taux d'intérêt des prêts des banques accordés aux entreprises. À la fin du mois de septembre 2015, le taux de chômage du Nigeria était estimé à 10% contre 8,2% au mois de juin. La Banque centrale incite donc les établissements financiers à prendre en compte cette baisse du coefficient de trésorerie obligatoire et à étendre les prêts aux industries, celles qui créent des emplois notamment dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et des mines. Il y a cela pratiquement 1 an, on avait déjà baissé le taux de réserve obligatoire des banques au niveau de la Banque centrale. Mais cette baisse n'a pas été répercutée sur les crédits. Cette fois-ci, la stratégie devra prendre en compte les banques
qui sont déjà dans le pipeline de réduction de ces taux directeurs. Les banques nigérianes qui ne suivent pas les directives de la Banque centrale vont se voir refuser cette facilité. Et c'est pour ça qu'après, ça fait une très bonne leçon pour nous qui sommes dans la zone UEMOA. Cette décision de la Banque centrale du Nigeria contraste avec celle des autres banques centrales du continent, notamment celle de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud, qui ont dû augmenter leur taux d'intérêt en 2015 pour contrer l'affaiblissement de leur monnaie. Reste donc à savoir si cette mesure de la CBN stimulera véritablement la croissance de la première économie africaine. La Banque centrale du Nigeria, Gracien, qui abaisse son taux directeur, est-ce que cela va véritablement stimuler la croissance? Puisque c'est cela qui est espéré. Oui, baisser le taux directeur stimule la croissance, on le sait bien. Mais encore faut-il qu'il y ait de la masse, il y ait des liquidités. S'il n'y a pas de liquidité, s'il faut continuer à prêter la même somme d'argent, il n'y aura pas de croissance. Mais disons que cette croissance, ce pays baisse les taux directeurs et en même temps, il y a économiquement, il y a un autre problème qui s'oppose, c'est qu'il y a une grande inflation. On sait bien que souvent, pour lutter contre l'inflation, on est obligé de monter le taux directeur. Cette fois-ci, on les baisse. Disons, on joue sur la croissance. On peut éventuellement qu'il pourrait y avoir une inflation qui augmente. Si en même temps, il y a la croissance, tant mieux. Mais toujours, ça dépendra. Moi, je trouve que 11% déjà, c'est cher. On sait bien qu'en Afrique, il y a certains pays qui vont jusqu'à 20%. 11%, il faut que les entreprises réalisent déjà une marge nette, presque de 20%, pour pouvoir rembourser les prêts obtenus à 11%. Jean-Marie, rappelons peut-être que la précédente baisse du coefficient de trésorerie obligatoire ne s'est pas traduite sur le terrain par une hausse des prêts aux entreprises et aux ménages. Pourquoi le serait-ce aujourd'hui? Malheureusement, si on abaisse le taux directeur, parce que vous voyez, le taux directeur fait partie d'un des instruments, un des outils, c'est-à-dire qui contribue à la politique monétaire. Donc, abaisser, je pense que le Nigeria veut mettre en place une stratégie d'abaissement du taux directeur pour favoriser le financement des entreprises en tant que tel. Ça n'avait pas marché la première fois. Ça n'avait pas marché la première fois, mais les choses, si vous voulez, ne sont pas... On ne se trouve dans une dynamique économique, Amira, même si ça n'avait pas fonctionné la première fois. Vous avez d'autres éléments qu'il faut toucher à l'intérieur de la politique monétaire. Le taux directeur n'est qu'un des instruments constitutif, si vous voulez, des principales variables que vous allez à l'intérieur. Donc, je pense qu'ils veulent encourager, si vous voulez, l'investissement, même si ça n'avait pas marché la dernière fois. Vous savez, le cycle des affaires, c'est un cycle qui est fluctuant. Vous pouvez poser aujourd'hui, comment dirais-je, une mesure qui ne fonctionne pas et qui va fonctionner, si vous voulez, par la suite, dans la mesure où les investisseurs voient ce qui va se passer. Merci Jean-Marie. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs de nous avoir reçus chez eux. Merci à vous Gracien. Merci Amira, bonsoir à tous. Et merci à vous Malik pour vos analyses. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine, toujours consacrée aux défis écologiques à l'heure où la COP21 se tient en région parisienne en France. À très vite.